Plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Guillaume Arguerol, avocat associé chez Delcade, fraîchement associé d'ailleurs. Donc bonjour, merci d'être présent sur ce podcast. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire qui est Maître Guillaume Arguerol? Eh bien, je viens de province, je suis du sud-ouest, j'ai vécu longtemps en Charente, puis à Bordeaux. Je suis un père de famille, de 2 enfants et un mari heureux, ma femme Aurélie, et donc un avocat qui exerce principalement en contentieux de droit des assurances et de responsabilité civile. Très bien, c'est une bonne présentation pour commencer. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat, Guillaume? Est-ce que c'était un parcours déjà prédéfini dans votre esprit quand vous étiez enfant, ou est-ce que c'est venu spontanément? Non, pas vraiment. Je pense que ma vocation d'avocat m'est apparue assez tardivement, très tardivement même. Même ma vocation pour le droit en fait. Peut-être parce que j'avais une lignée d'ascendants qui étaient tous des juristes. Ah oui, dans votre famille? Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et donc peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'abord cherché à me détourner de cela. Mais voilà, après mon bac, j'ai fait une prépa à lettres, Hippocagne-Cagne, et puis après des études de philosophie, un petit peu longues. Oui, donc une rien à voir avec le maîtrise de droit philosophie. initialement. Alors, pas forcément rien à voir, parce que c'est par le biais de la philosophie que j'ai abordé le droit d'abord, et que j'ai bien aimé, après tous les sujets de justice, de politique, de morale en général. Et donc, mais c'est vrai que c'était quand même relativement éloigné du droit. Oui, vous n'avez pas fait une fac de droit classique Alors, j'ai fini par faire une fac de droit, mais c'est vrai que j'ai commencé par ce parcours-là, et que j'étais absolument passionné en plus de littérature et de philosophie. Et c'est donc, voilà, après ma maîtrise de philosophie, et après une année passée en Angleterre, que j'ai compris qu'en fait, j'avais pas envie d'être enseignant. Alors c'est vrai que les études de philosophie, le débouché principal, c'est quand même d'être enseignant. Je pense que j'avais peur d'être enfermé dans une profession, de pas... Voilà, j'étais pas certain que ça me plairait toute une vie. Il y avait des aspects que j'aimais bien, et d'ailleurs je fais encore aujourd'hui de la formation en tant qu'avocat, mais voilà, j'étais pas certain sur ce sujet-là. J'avais envie de quelque chose de plus ouvert, peut-être sur la société. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas faire du droit en attendant de découvrir ma voie. Et certainement dans le fond, voilà, je renouais avec un destin familial. Et donc voilà, donc j'ai recommencé en première année de droit, il n'y avait aucune forme de passerelle qui était proposée. Ah oui. Voilà. Et donc j'ai refait toutes les années. D'abord les 3 premières années à la faculté Montesquieu à Bordeaux. Et puis ensuite en Master 1, Master 2, je suis arrivé à Paris. Voilà, que dire sur cette période. Moi j'aimais beaucoup la vie d'étudiant, c'est pour ça que je suis resté très longtemps étudiant quand même. J'aimais beaucoup parce que voilà, ça donnait beaucoup de temps pour lire, pour découvrir, pour rencontrer du monde, pour faire la fête. J'aimais beaucoup faire la fête aussi. Aller au cours un petit peu, parce que bon, il y avait quelques professeurs qui donnaient un peu de leur personne, j'aimais bien aller les écouter. C'est vrai que sinon j'étais pas le plus présent dans les amphithéâtres, et que j'aimais beaucoup lire à côté plutôt tous les contenus me faire mes cours moi-même d'une certaine manière. Et puis voilà, c'est vrai que j'avais pas trop de difficultés pour les examens ou ces choses-là. La prépa lettres avait été un super apprentissage pour la méthode, pour apprendre à travailler, à savoir en combien de temps je pouvais apprendre un polycope très important en quelques heures avant l'examen. Et donc bon, j'étais assez tranquille avec ça. Donc voilà, j'ai bien aimé toute cette période d'études. Et puis à la fin, peut-être quand j'étais en début Master 1, je me suis dit que il serait bien de trouver un vrai métier. C'est vrai que les gens de ma génération commençaient à en avoir, avoir un meilleur train de vie que le mien. Moi, c'est vrai que je travaillais à côté. Je m'étais payé mes études quand même depuis la licence de philosophie. Je travaillais pratiquement à 35 heures le plus souvent, mais dans des petits boulots. Et c'est vrai qu'à partir du Master 1, je me suis dit, ce serait bien de réfléchir plus sérieusement à la manière
de rendre profitables ces études de droit. Et donc le métier d'avocat m'est apparu assez vite, d'abord parce que, un peu par défaut, parce que je me disais déjà, c'est pas une voie de garage, ça me paraissait très ouvert, je me disais, et si jamais ça me plaît pas, je vois qu'il est facilement possible de déboucher, que ce soit sur la politique, peut-être sur juriste en entreprise, pourquoi pas professeur de philosophie, que sais-je. Mais donc, bon, c'était une première... voilà... un premier côté de la profession d'avocat qui me convenait bien. Après, en fait, je me suis également rendu compte que même dans le cadre de la profession d'avocat, il y avait beaucoup de possibilités. Et ça a été au contact des premiers avocats que j'ai rencontrés en faisant des stages. Et d'ailleurs, ce sont ces rencontres, en fait, qui m'ont déterminé et qui m'ont fait me rendre compte que j'avais bien envie d'être avocat. Donc j'ai eu la chance en Master 1, donc, quand je suis arrivé à Paris, d'être mis en relation par mon père avec un avocat du cabinet CVML qui s'appelle Frédéric Beccaria et qui a communiqué avec moi, qui a fait plusieurs, qui m'a invité à déjeuner plusieurs fois pour discuter de la profession. Et donc c'était vraiment très, très sympa de sa part, j'étais très honoré, puis ça m'a permis d'un peu savoir ce que c'était que cette profession, et puis après il m'a mis en relation avec des jeunes avocats qui venaient de monter leur cabinet. C'était Félix de Bellois et Raphaël Gauvin, qui étaient deux tout jeunes premiers secrétaires de la conférence de 2004 et 2005, et donc ils venaient de monter leur cabinet, ils avaient besoin de stagiaires, et ils étaient très, à la fois passionnés, dynamique, exalté et très ouvert. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, c'est-à-dire que Félix de Bellois, il écrivait des romans en même temps, qu'il faisait publier. Raphaël Gauvin, lui, jouait dans des pièces de théâtre à certains moments tous les soirs. Et donc ça m'a montré, ça m'a montré que je pouvais réaliser pas mal de mes aspirations en même temps dans ce métier. Tout en étant avocat. Et exactement. Et donc outre le fait que c'était très sympa, que c'était un environnement agréable, qu'on travaillait, alors c'était des pénalistes principalement, un peu de contentieux des affaires également, mais bon, c'est vrai que je trouvais ça assez passionnant également, leur pratique. Bon, du coup là, j'étais parti dans l'idée, je vais devenir avocat après, ça s'est un peu imposé, et puis c'est vrai aussi parce que, comme pas mal de jeunes, j'étais peut-être un petit peu vaniteux, donc je me disais, ça me permettra peut-être d'avoir de la lumière et de l'argent. Bon, c'était quelque chose qui pouvait jouer. Bon, après, on évolue en prenant de l'âge. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de passer cet examen du CRFPA, que j'ai obtenu à la fin de mon Master 1. J'ai fait mon Master 2 droit privé général. J'ai toujours resté un petit peu généraliste et j'ai toujours aimé pouvoir toucher à pas mal de choses, on va dire. Donc voilà. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé en contentieux d'assurance et responsabilité civile. Exactement. Quel a été le moteur dans le fait de cette spécialisation? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers cette spécialité-là? Eh bien, d'abord, c'est le hasard. C'est que j'ai été recruté pour ma première collaboration dans une équipe qui pratiquait des contentieux de responsabilité civile. Et c'était même un peu plus spécifique que ça, parce que c'était des contentieux de responsabilité civile liés au domaine aérien. Donc, en gros, des crashs d'avions, principalement. Donc, pendant mon stage final, que j'ai fait dans le même cabinet que ma première collaboration, c'était Bird & Bird. C'est vrai que j'avais eu cette chance de travailler aussi avec l'équipe de Vonique Le Guillou, donc, qui est une équipe qui excelle dans les contentieux de droit aérien. Et c'est vrai que dès mon stage, il y avait ce procès important qui était celui du Concorde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cet avion qui a pris feu au décollage sur l'aéroport de Charles de Gaulle et qui s'était écrasé quelques kilomètres à peine plus loin. Et donc c'était un dossier qui avait duré 3 mois, auquel je pouvais assister donc, en tant que stagiaire. Il y avait beaucoup de grands avocats en fait, également médiatiques. Alors c'est vrai que c'était une excellente expérience. Ouais. Et donc voilà, mais alors, en étant dans un cabinet comme Bird & Bird, c'est vrai qu'on avait accès à des dossiers avec des enjeux intéressants et qui étaient souvent assez internationaux. Donc ça m'a bien plu.
Et puis petit à petit, je me suis mis également à développer la compétence assurance, parce que là c'était principalement de la responsabilité civile, on va dire, alors, et spécifiquement dans l'aérien. Et après je me suis mis à me développer également sur l'assurance. L'assurance c'est rarement quelque chose pour laquelle on se sent une vocation quand on est jeune. Oui, donc je me doute. il y a... Bon, c'est ce que tout le monde dit dans le milieu de l'assurance en général, tout le monde qui intervient dans n'importe quelle présentation ou quoi, disent que bon, ils sont pas tombés dans la marmite étant petits, ça arrive pas. C'est vrai que bizarrement ça a une image assez poussiéreuse, on ne sait pas trop ce que c'est quand on est jeune étudiant. C'est vrai que j'avais pas connaissance. En revanche, beaucoup de gens qui y mettent un pied dedans après trouvent ça assez vite passionnant, parce qu'en réalité c'est très imagé, c'est même presque cinématographique, c'est toujours des grands risques, des grosses catastrophes, que ce soit donc par exemple des crashs aériens comme je disais tout à l'heure, mais après tout type d'incendie, d'explosion, de catastrophes naturelles et toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça peut du coup permettre de travailler sur des dossiers avec beaucoup de parties, pas mal d'experts, ça peut être très technique, donc on est au contact de beaucoup d'experts de plein de spécialités différentes. C'est quelque chose qui vous plaît, vous ? Beaucoup, oui. Enfin, en tout cas, j'ai eu la chance de travailler sur ces dossiers et ça m'a toujours plu. C'est vrai que peut-être l'aérien, c'était peut-être un petit peu trop resserré par rapport à ce que je souhaitais, mais j'ai malgré tout eu l'occasion, dans l'équipe dans laquelle j'étais d'ailleurs, de travailler sur d'autres types de dossiers. En collaboration sur votre première En collaboration, que ce soit avec l'associé qui m'avait recruté, Venick Le Guillou, qui avait un certain nombre de dossiers qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques que des contentieux aériens, donc des contentieux de produits défectueux, où il y avait des expertises judiciaires potentiellement assez longues et des aspects internationaux, mais où le produit défectueux n'était pas un avion, mais des peintures sur des bardages de bâtiments qui se décollaient ou tout type d'autres produits. Et puis, en dehors de l'équipe également, donc de l'associé qui m'avait recruté, eh bien, il m'est pas mal arrivé d'aller travailler avec toutes les autres équipes, donc des fois pour aider sur des contrats commerciaux, sur des due diligence dans des opérations de fusion-acquisition, pour tous les aspects de contentieux, parfois d'aviation lorsque la cible était dans le domaine aéronautique ou aviation, les aspects assurance. Puis après, je suis intervenu pour l'équipe sociale, des fois pour l'équipe télécom. En fait, chaque fois qu'il y avait besoin d'une compétence un peu aiguë en procédure civile ou en droit international privé, nous, dans notre équipe, on faisait beaucoup de ça en aviation, et donc j'étais souvent... j'avais la chance parfois d'être envoyé pour aller aider les autres équipes sur ces problématiques-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage pendant cette collaboration dans cette équipe, qui a duré longtemps. Je suis resté 7 ans dans cette équipe. Une partie chez Bird & Bird, puis une partie chez DLA Piper, parce qu'on était parti toute l'équipe dans cet autre cabinet. Donc on passait d'un cabinet anglais, passer à un cabinet américain. Donc voilà, en tout, je suis resté 7 ans. Après, j'ai eu d'autres expériences de collaboration chez Gide, puis chez Dentons. Et tout ce parcours, ça m'a permis petit à petit de développer des compétences et une bonne expérience sur des contentieux d'assurance, donc des contentieux sur l'acquisition de la garantie d'assurance, lorsqu'un assureur refuse sa garantie à un assuré. Alors, assez souvent plutôt du côté de l'assureur lorsque j'étais dans ces cabinets en collaboration. Et puis également tous les contentieux de responsabilité civile, donc l'aérien dont j'ai abondamment parlé, mais également des risques industriels, donc, comme je disais tout à l'heure, des explosions, des incendies, des malfaçons sur des installations industrielles en tout genre. Et puis encore des responsabilités civiles professionnelles, des risques financiers, donc ça c'est chaque fois que des professions souvent réglementées, qu'un professionnel d'une profession réglementée manque à une de ses obligations et que ça cause un préjudice à quelqu'un. Donc, ça peut être des avocats qui ont raté un délai et ça fait perdre une chance de gagner un procès, ça peut être des courtiers
quels qu'ils soient, par exemple des courtiers d'assurance, qui ne délivrent pas bien leur obligation de conseil, et puis l'assuré se rend compte qu'en fait il n'était pas assuré pour ce qui importait le plus dans son activité. Ça peut être et donc des professionnels dans le monde de la finance. Voilà, donc ça peut encore être assez varié. C'est assez large, oui, finalement, comme champ d'application. Oui, ben c'est ça. Ça reste. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui est comme moi, qui a pas une âme, enfin voilà, de spécialiste, il y a des personnes qui aiment bien, c'est vrai, rester vraiment cantonnées et totalement passionnées. Donc dans l'aviation, j'en ai vu, bien sûr. Et la plupart sont comme ça, sont des gens qui sont passionnés, qui sont totalement passionnés et qui se dédient entièrement. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aviation, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette aspiration également à faire d'autres choses. Bon, avec une limite, hein, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas être compétent sur tout, donc il faut rester sur des matières, en tout cas juridiques, qui sont à peu près les mêmes ou qui sont connexes. Donc, pour moi, le droit des assurances et de la responsabilité civile. Oui, c'est bien rattaché l'un à l'autre. Et dans votre parcours, du coup, vous avez fait cette période de collaboration. Ensuite, vous êtes devenu indépendant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le pas vers l'indépendance Eh bien, plusieurs choses. Déjà, je suis resté longtemps collaborateur quand même, parce que je suis resté plus de 10 ans collaborateur que dans des cabinets qui étaient des cabinets d'affaires internationaux d'une certaine taille. Donc c'est vrai que ça n'allait pas de soi de faire ce passage après à un exercice individuel. Ce qui m'a poussé à le faire, néanmoins, c'est deux choses principalement, pour pouvoir développer comme je l'entendais. C'est vrai que dans ces cabinets-là, on n'est pas toujours poussé à développer sa clientèle. Moi, j'aimais bien faire ça quand même, et j'ai essayé depuis les toutes premières années de collaboration d'avoir des démarches pour développer à court, moyen ou long terme, en faisant des conférences, en rédigeant des articles, en ayant des expériences dans des fédérations, pour pouvoir rencontrer du monde. Notamment, j'étais devenu délégué dans la Fédération professionnelle du drone civil, où je suis resté assez longtemps. Et donc, je suis même devenu le vice-président à un moment pendant 2 années. Civil, la Fédération du drone civil. Oui, c'est ça. Donc c'est une super expérience. Et c'était très sympa parce que c'était un domaine en pleine expansion et qui faisait beaucoup parler à ce moment-là. J'ai dû y arriver, je pense, en 2013 ou 2014. J'y suis resté jusqu'à 2019 et c'était à ce moment-là on en entendait beaucoup parler parce que technologiquement il y avait des produits qui devenaient accessibles et qui permettaient de réaliser des opérations et donc de faire du business pour pas mal d'entreprises, et qu'il y a eu une réglementation en France dès 2012 qui permettait de faire du business avec des drones, et une réglementation qui était en constante évolution en plus. Et donc c'est pour ça qu'il y avait cette fédération qui s'était formée et qui avait vocation à représenter un peu les intérêts des opérateurs et de tous les professionnels qui travaillaient donc dans la sphère du drone auprès des régulateurs ou des autorités qui intervenaient pour réglementer. Et donc ça me donnait l'occasion de sortir un peu des cabinets dans lesquels j'étais, parce que quand on est collaborateur de ce type de structure, on est souvent au bureau quand même, on peut se sentir un peu confiné. Alors ça correspond plus ou moins selon les personnalités, mais moi j'aimais bien sortir un peu, et donc là ça me donnait l'occasion d'aller au ministère la direction générale de l'aviation civile, au ministère de l'Intérieur, pour aller discuter de l'évolution des textes, et c'était quelque chose d'intéressant qui m'a bien plu à ce moment-là. Et puis qui me donnait un éclairage en plus, parce qu'après, dans beaucoup de salons professionnels, beaucoup d'endroits, il y avait des panels, des tables rondes, et c'était un sujet porteur, celui du drone, qui intéressait les médias, que ce soit pour écrire des articles ou pour prendre la parole. Donc ça me donnait cette chance-là. Après, pour moi, ça n'a jamais été un vecteur très important pour avoir des dossiers, parce que finalement, c'était quand même d'assez petites entreprises qui n'avaient pas vraiment de crash de drone, ou alors que les dommages sont finalement assez limités. Donc, crash de drone. mais voilà, c'était quand même, ça m'a permis de prendre un éclairage et de rencontrer pas mal de monde. Oui, d'être proactif dans votre exactement, et de rencontrer beaucoup d'assureurs, parce que notamment j'avais participé à la mise en place d'un produit d'assurance pour tous les opérateurs de drones. Donc j'étais allé négocier avec tous les assureurs pour faire une espèce d'appel d'offres en fait. Et donc ça avait mis en relation avec beaucoup de monde de ce milieu-là.
donc voilà, tout ça, j'aimais bien ces aspects-là, sauf que dans les cabinets dans lesquels j'exerçais, c'était pas toujours vu d'un bon œil. Enfin, globalement, si, mais bon, forcément, un collaborateur, quand on est sur des dossiers très exigeants, avec des enjeux importants, beaucoup d'associés veulent qu'il soit plus très souvent au cabinet. Alors, j'ai toujours fait le volume d'heures facturables et facturées qui m'était demandé, même bien au-delà, mais c'est vrai que des fois, le fait de ne pas être présent sur une demi-journée pouvait froisser, donc, et ce que je comprends par ailleurs, mais bon, c'est vrai qu'il y a un moment, au bout d'une dizaine d'années, où j'avais envie de me réaliser davantage et de développer davantage. Votre propre envol. En plus, tous les dossiers sur lesquels je commençais à travailler, par ailleurs, bon, j'avais de moins en moins, j'avais pas suffisamment de temps pour m'en occuper correctement. Donc voilà, il y a ce premier sujet qui m'a déterminé à un moment à me mettre à mon compte. Et puis le deuxième sujet, c'est simplement trouver un meilleur équilibre de vie pro, vie perso. Que vous avez réussi à trouver en étant indépendant plus facilement du coup. Ah oui, j'ai vécu une parenthèse idyllique pendant ces 3 années où j'ai été à mon compte, où j'ai pu enfin profiter pleinement du caractère libéral de la profession, que en tant que collaborateur dans les structures dont je parlais, on voit un peu moins. En fait. On voit un peu moins parce que après, par contre, on se forme bien sur de superbes dossiers, mais c'est exigeant en termes horaires. Et donc, c'était loin d'être abusif partout où j'ai été. Mais bon, même en rentrant, en terminant de travailler à 20h, 20h30 et en étant à la maison à 21h, et alors que j'avais 2 jeunes enfants de 3 et 1 an, ils dormaient évidemment quand je rentrais à ce moment-là. Donc je me disais, bon alors je ne les vois pas en fait. Et donc ça m'ennuyait quand même un peu. Donc bon, je pense que j'ai été mûr pour me mettre à mon compte et puis pour me dire voilà, je vais pouvoir organiser ma vie comme je l'entends, et c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est vrai que c'était vraiment très agréable parce que très vite, alors j'avais aucune certitude, mais c'est vrai que les dossiers que j'avais déjà... Vous aviez déjà une clientèle du coup personnelle de base. Oui, tout à fait. Et en fait ces dossiers, en réalité, en y travaillant correctement, ça me rapportait... largement plus que ce que j'avais pu imaginer. Et donc, j'ai très vite gagné bien mieux ma vie en travaillant beaucoup moins, en ayant beaucoup plus de temps pour prendre des vacances, des vacances scolaires avec mes enfants, et puis aller les chercher quand ils n'ont pas envie d'aller à la cantine, pouvoir m'en occuper davantage sur tous les rendez-vous médicaux, pouvoir faire du sport, pouvoir lire beaucoup plus de bouquins que j'avais fait dans les années précédentes, pouvoir voyager. Donc oui, ça a été très plaisant, et j'avais un vrai besoin en fait de me retrouver un peu tout seul après avoir été dans des grosses structures comme ça pendant longtemps. C'est 10 ans de collaboration quand même. Oui. Ça doit être dans une carrière, c'est pas. Oui. Ça représente un petit morceau quand même. C'est ça. Et donc voilà, c'est ça les principales motivations pour lesquelles je me suis mise à mon compte. Et puis après, j'ai fini par changer d'aspiration, parce que cette parenthèse idyllique, devait avoir une fin. Sûrement, il y a un moment où je ressentais d'une certaine manière que j'avais bien envie de revenir dans un collectif. D'abord, pour des questions de développement. C'est-à-dire que au début, quand je me suis mise à mon compte, je développais tous azimuts, et j'étais très content comme ça, de pouvoir faire des choses un petit peu plus variées encore que ce que je faisais avant, et ça me convenait bien. Au bout d'un moment, j'ai appris un peu à structurer, mes efforts de développement, je veux dire, à essayer de réfléchir à une stratégie, à cibler un marché, à réfléchir un positionnement stratégique, aux canaux d'acquisition des types de clients. Puis je me suis aperçu que ce que je faisais, il y avait pas mal de choses que j'avais appris à faire pour développer, et que j'aimais bien faire en plus, mais que c'était sûrement globalement assez inefficace parce que c'était très éparpillé et pas suffisamment suivi. Et donc c'est en allant dans des réseaux professionnels, en fréquentant d'autres professions plus commerciales que j'ai un peu appris sur
la manière d'avoir une stratégie commerciale simplement. Et donc je me suis dit, bon, plutôt que faire des efforts à la fois vers les grands comptes, à la fois vers les particuliers, les petites entreprises, alors que les manières d'acquérir ses clients sont, enfin d'être mis en relation avec ses clients sont totalement différents, ben, j'aurais intérêt à cibler un petit peu plus. Et je me suis dit, bon, j'ai longtemps travaillé pour des grands comptes en étant dans des grands cabinets d'affaires. J'ai encore beaucoup de contacts dans ces entreprises que je pourrais mieux activer. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre avec lesquels je travaille encore, mais il y en a également avec lesquels je sentais que le fait d'être seul pouvait être un obstacle, peut-être. Oui. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre toutes les chances de mon côté et tenter résolument de travailler pour cette clientèle, donc de plus grands comptes, on va dire. Donc voilà, j'ai rejoint un cabinet qui avait une image structurée. Pendant votre exercice individuel, vous aviez moins de clients grands comptes, du coup, que ce que vous auriez souhaité ? C'est pas tout à fait ça. En fait, j'ai découvert en étant à mon compte, donc en étant à titre individuel, le travail qu'on pouvait faire pour tous ces, entre guillemets, petits clients, qui sont des particuliers et des petites entreprises. En fait, je dirais toutes les entreprises jusqu'au stade où il y a un juriste. Et en fait, j'ai beaucoup aimé travailler pour cette typologie de clients-là, auxquels j'étais peu confronté globalement quand même en collaboration, même si j'avais des dossiers perso parfois. Mais bon, là, j'en ai eu quand même beaucoup plus. Et non, j'ai beaucoup apprécié pour plusieurs raisons. C'est qu'il y avait que ça donne du sens en fait au métier que j'avais, un sens beaucoup plus évident. Jusque-là, bon, je me passionnais pour des problématiques un peu intellectuelles, on va dire juridiques, sur des dossiers à fort enjeu, mais le sens apparaît moins évident quand il s'agit juste de limiter un peu plus l'impact financier d'un contentieux sur un grand groupe, et où on a des interlocuteurs qui eux-mêmes sont des juristes, sont moins passionnés, alors que lorsque c'est le particulier ou le dirigeant d'une petite entreprise, il est impacté, il y a quelque chose d'émotionnel aussi, et bon, et c'est une part que j'aime bien, et où là on ressent un peu l'intérêt de cette relation de confiance, enfin on ressent davantage l'idée de cette relation de confiance avec le client et le sens qu'a notre métier. Donc voilà, puis en plus j'ai découvert que loin de la lumière et avec ces petits clients, on n'était pas moins bien rémunérés, loin de là, parce qu'en réalité les grands comptes peuvent souvent avoir tendance du coup à faire pression sur les prix, à promettre plus de chiffre d'affaires sur la durée, ce qui est bien pour pouvoir faire des projets, mais par ailleurs à faire davantage pression quand même sur les taux qu'on peut appliquer, alors que pour les petites entreprises c'est moins le cas, ça va davantage dépendre de la relation humaine. Donc quand il y a de la confiance, parce qu'on a été présenté par quelqu'un qui a confiance en nous à un potentiel client, eh bien déjà c'est agréable parce que c'est plus humain comme rapport, et puis ensuite donc la question du prix devient quand même un peu plus secondaire. Et c'est ça qui a fait que quand vous êtes du coup allé vers cette association, c'était pour essayer de capter à nouveau cette clientèle de grands comptes? Alors voilà, néanmoins, et même en ayant fait la découverte en ayant eu davantage l'occasion de travailler avec ces, comme je disais, entre guillemets, petits clients, je me disais qu'il était dommage de me priver de tout, de la clientèle grand compte que je pouvais potentiellement toucher par ailleurs. Et j'avais l'impression que la plupart des efforts de développement que je faisais en direction de ces clients, donc qui sont plutôt différents, il s'agit plutôt d'être dans des associations un peu prestigieuses, sectorielles, de faire des formations pour les équipes de ces grands comptes, entre guillemets. Mais ces efforts étaient rendus un peu inefficaces peut-être par le fait que j'étais seul, que de plus en plus de ces grands groupes ou grands comptes aujourd'hui ont adopté des politiques de référencement. Donc il y a une direction des achats qui est distincte de ceux qui nous donnent les dossiers, qui précise une liste des prestataires qui sont habilités à travailler avec eux, parmi lesquels les avocats. Et donc de plus en plus de grands comptes ont cette logique-là, et bien souvent, pour rentrer dans le panel, le fait d'être une petite structure, en fait même d'être sans structure, d'être individuel, m'indiquait que c'était pas favorable, que c'était pas idéal,
que si jamais je tombais malade, si j'avais un accident, qu'est-ce qui allait se passer avec les dossiers qu'ils me confieraient. Donc j'ai compris de manière subliminale que peut-être il fallait peut-être renoncer à une petite partie de ma liberté et rejoindre un cabinet. Donc aujourd'hui vous êtes associé, c'est ça, fraîchement dans un cabinet. Ça fait combien de temps? J'ai la chance d'avoir rejoint le cabinet Delcad il y a presque 2 mois. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent, voilà. Et vous êtes content d'être passé? Donc j'en suis très heureux et je me suis rendu compte également qu'au-delà de ce sujet de développement, peut-être qu'au fond j'avais bien envie aussi de ne plus être seul et d'être dans un collectif. Ça donne un enthousiasme, une dynamique différent et c'est bon, je redécouvre ça avec bonheur. Et donc voilà, alors les raisons de ne plus être seul, je les ai exposées. Après, les raisons de rejoindre le cabinet Delcad, il y en a plusieurs là aussi, mais d'abord, c'est un cabinet qui a un concept, ou en tout cas que j'ai perçu comme ça, mais qui se présente vis-à-vis des associés qui voudraient le rejoindre comme un endroit où ils vont pouvoir déterminer comme ils veulent l'équilibre vie pro, vie perso, mettre le curseur où ils le souhaitent. Et donc voilà, ça me donnait l'impression que j'allais quand même garder une bonne partie de ma liberté. Et c'est le cas, parce que c'est un cabinet dans lequel l'associé n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires. Il peut prendre des vacances s'il le veut, quand il le veut. Il peut travailler d'où il veut, comme il le souhaite. Donc, en tout cas, ça dépend encore une fois des personnalités. Mais pour quelqu'un comme moi qui est un petit peu, qui a un goût prononcé pour la liberté, qui aime bien faire d'autres choses que la vie d'avocat, que j'aime beaucoup par ailleurs. Voilà, et puis ça m'offrait une continuité par rapport à mon mode d'exercice individuel. Donc tout ça me plaisait bien sur le papier. J'avais déjà rencontré quelques années avant un des 2 fondateurs de ce cabinet. Les fondateurs sont Benoît Lafourcade et Fabrice Delouis. Et donc j'avais rencontré Benoît Lafourcade il y a quelques années qui m'avait fait une très bonne impression. Et donc là, je suis revenu leur demander s'ils voudraient bien discuter avec moi. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un certain nombre d'entretiens avec eux, avec la personne qui est chargée du développement chez eux également, Sabine van der Tricht. Et tous 3 étaient vraiment, à la fois très dynamiques, très sympas, disons conviviaux, joviaux. Il y avait une bonne synergie entre vos tempéraments. Donc ça m'a donné l'impression que vraisemblablement il devait y avoir une bonne ambiance, que les autres associés avaient certainement été choisis à l'image des fondateurs, et c'est effectivement ce que j'ai trouvé. Et c'est vrai que c'est vraiment un cabinet dans lequel ils ont vraiment à cœur de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rapport de force entre les associés, et que c'est dans leur ADN, et ils ont pensé la structure du cabinet par rapport à ça, et puis les personnalités des fondateurs sont vraiment alignées sur cette idée. Et c'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà, après avoir longuement hésité, parce que ça me faisait quand même un pincement au cœur de quitter le petit cabinet individuel que j'avais créé avec mon petit logo et tout ça, mon site internet, mais je me suis dit quand même. Et plus ça allait après les entretiens, plus j'étais décidé. Et donc voilà, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure. C'est super. Et j'avais une dernière question. Est-ce que vous pensez que votre expérience en tant qu'indépendant, du coup, va vous servir dans votre nouveau poste d'associé? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous avez appris en étant seul qui vont vous permettre de travailler peut-être différemment que sur un parcours un peu plus classique où on ne connaît pas, classique, mais un parcours où on ne connaît pas l'indépendance à un moment donné? Oui, certainement. En étant seul, on apprend à être libre, à faire ce qui nous plaît, à ne pas se sentir contraint, et donc à faire vraiment ce qui nous plaît, à se poser ces questions-là. Donc c'est toujours utile pour la suite. Puis par ailleurs, on apprend à tout faire parce qu'on doit tout faire. C'est vrai. Et donc, forcément, j'ai appris à faire des choses que je ne faisais pas du tout avant, comme ce dont je parlais, le site internet, la stratégie de développement, beaucoup de choses que je me posais pas, des questions que je me posais, mais pas de manière aussi aiguë. En étant tout seul, on ne peut pas se laisser porter. Alors déjà dans un cabinet, on peut copier un peu les recettes des uns des autres. Alors quand on est tout seul, on ne peut pas faire l'économie de ses réflexions sur beaucoup de sujets. Et donc on devient entrepreneur. C'est ça qui m'a
Au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, je me suis dit que ce serait bien de me mettre dans des réseaux professionnels avec plein d'autres professions. Voilà, donc ça m'a ouvert beaucoup plus sur le monde, qui existe en dehors de la profession d'avocat finalement. Et donc tout ça, c'est bien sûr des choses qui vont rester. Mais c'est super, je vous souhaite plein de réussite du coup dans votre nouveau poste d'associé et puis je vous remercie d'avoir participé à ce podcast, d'avoir partagé votre expérience avec nous, c'était très enrichissant et puis à bientôt. Merci beaucoup Maya, Merci. Et à bientôt j'espère. À bientôt.